Nous sommes ici au cœur des magasins d'archives, dans une zone de conservation des archives historiques. Mais les archives, c'est quoi précisément? Les archives, elles sont définies par le Code du patrimoine. Ce sont l'ensemble des documents, y compris les données numériques, quelle que soit leur date, leur support, leur forme matérielle, produites ou reçues par toute personne physique ou morale dans le cadre de ces activités. Alors c'est une définition assez large qui englobe à la fois les documents sur support parchemin, sur support papier, les documents sonores, les documents audiovisuels, mais aussi les documents numériques qui sont de plus en plus nombreux et plus rarement quelques objets. Alors ici aux Archives municipales de La Rochelle, nous conservons environ 3,5 km de documents. Ce sont des documents multiséculaires puisque les premiers remontent à la période du Moyen-Âge. Alors, le plus ancien document que nous conservons est un document de 1214 qui provient des archives hospitalières Saint-Barthélemy. Tous ces documents, ou presque, parlent de La Rochelle. Ils racontent la vie quotidienne des Rochelais, ils racontent les établissements scolaires, ils racontent les élections, ils racontent l'urbanisme, ils racontent le protestantisme, ils racontent les différentes guerres et ils constituent évidemment toute la mémoire de notre territoire. Que collecte-t-on aux archives municipales de La Rochelle? D'abord, on va collecter majoritairement et principalement des archives publiques, c'est-à-dire les archives qui proviennent des différents services producteurs de la ville de La Rochelle. Mais tous les documents n'intègrent pas nos fonds. Nous allons conserver uniquement ceux qui ont un intérêt administratif, historique ou patrimonial et qui doivent être conservés indéfiniment. Donc je peux vous citer par exemple les registres de délibération du conseil municipal, les registres d'état civil, les actes d'acquisition, d'achat de biens par la ville, des dossiers de construction de bâtiments, de travaux ou des dossiers de manifestations organisées par la ville, manifestations sportives ou manifestations culturelles. Dans un second temps, nous collectons également des archives privées. Donc il n'y a aucune obligation réglementaire à cette collecte. C'est uniquement la volonté des propriétaires de déposer ou de donner leurs archives au service d'archives municipales. Il peut s'agir d'archives familiales, personnelles, d'archives d'entreprises, d'archives d'associations ou bien d'avocats et d'architectes. Nous sommes également amenés à acheter des documents. Il s'agit le plus souvent de pièces isolées ou de petits lots de documents comme des lettres, de la correspondance, des cartes postales, des photos, des affiches ou des plans. Et enfin, la dernière catégorie de documents que nous collectons, ce sont des périodiques, des ouvrages, des brochures ou des revues qui concernent uniquement la ville de La Rochelle. Et tout ça pour alimenter notre petite bibliothèque d'histoire locale, bibliothèque d'études. Le classement, c'est la mission la plus longue et la plus importante de l'archiviste, puisque le but est de rendre un fonds, c'est-à-dire un ensemble de documents, à la fois accessible et compréhensible par tous. Il s'agit donc d'une opération à la fois matérielle et intellectuelle qui s'effectue dans le respect de normes nationales et parfois même internationales. L'archiviste doit tout d'abord respecter un cadre de classement qui est fixé par la Direction des Archives de France. Tous les documents provenant des services de la ville entrés aux archives jusqu'en 1982 doivent être classés thématiquement. Par exemple, les archives des bains de mer de La Rochelle seront classées dans la sous-série 3R, Sport et Tourisme. À partir de 1983, les documents seront classés en continu, dans une seule série, la W.
Par exemple, nous sommes actuellement en train de classer un fonds de la commande publique. Il s'agissait du 411e versement. Il a donc été coté 411W. Lors du classement, l'archiviste se doit de respecter 2 principes fondamentaux. Tout d'abord, celui du respect des fonds, qui vise à ne pas mélanger les archives provenant de 2 producteurs différents, quand bien même les sujets seraient similaires. Et celui du respect de la structure des fonds, qui consiste à respecter l'ordre de classement originel. Si les documents sont arrivés non classés ou en vrac, nous devrons reconstituer le fonds. Qui dit classement dit aussi élimination. Les documents qui ne présentent pas d'intérêt administratif ou historique seront éliminés dans le respect des circulaires ministérielles et sous le contrôle scientifique et technique de l'État. Enfin, le classement donnera lieu à la rédaction d'inventaires. Voici par exemple un inventaire particulièrement détaillé, celui du fonds Jean Duvigneau. Les descriptions répondent elles aussi à des normes et peuvent être complétées par une indexation, c'est-à-dire des mots-clés provenant de thésaurus réglementaires qui permettront de gagner en précision lors de la recherche. On peut distinguer plusieurs types de conservation. Tout d'abord, la conservation préventive, qui s'attache à l'environnement du document afin d'éviter qu'il se dégrade. Et ensuite, la conservation curative ou restauration, qui s'attache à intervenir directement sur le document car celui-ci est déjà endommagé. Il existe de multiples facteurs de dégradation pour les documents. Tout d'abord, la température et le taux d'humidité. Ces constantes doivent être relativement stables. Il ne faut pas qu'il fasse trop humide et trop chaud dans les magasins. Ensuite, la poussière. Si les documents sont trop empoussiérés et que l'humidité est importante et la température également, cela peut favoriser le développement de moisissures. Ensuite, la lumière, puisqu'un document qui est exposé trop longtemps peut jaunir et peut se dégrader. Il y a également le métal, puisque les trombones, épingles ou agrafes qui se trouvent sur le papier peuvent s'oxyder. Et enfin, les insectes ou les rongeurs qui peuvent manger le papier. Afin de protéger les documents, nous pouvons intervenir de plusieurs façons. Tout d'abord sur l'environnement, puisque régulièrement nous vérifions les conditions de température et l'hygrométrie dans les magasins à l'aide de petits appareils qui s'appellent des thermohygromètres. Cela nous permet de vérifier s'il n'y a pas de brusques variations de température ou d'humidité. Ensuite, nous allons intervenir directement sur le document, puisque nous allons enlever tous les éléments métalliques qui se trouvent sur le papier. Nous allons dépoussiérer les documents à l'aide d'aspirateurs, de pinceaux, de brosses ou de microfibres. Ensuite, nous allons conditionner ces documents dans du papier neutre et des boîtes neutres. Ce sont des conditionnements qui ont une résistance un petit peu plus longue au feu et à l'eau. Enfin, nous allons coller des étiquettes sur les boîtes avec de la colle neutre. Si les documents sont vraiment trop endommagés, nous faisons alors appel à un restaurateur spécialisé qui va prendre en charge le document et intervenir sur lui afin qu'il ne se dégrade pas plus. Un autre moyen de préserver les documents qui sont souvent manipulés ou alors les documents qui sont difficiles à manipuler, c'est de les faire numériser et ensuite de communiquer au public uniquement la version numérique. Le service des archives municipales accueille aussi bien des particuliers qui viennent effectuer des recherches généalogiques, administratives, historiques ou personnelles, que des chercheurs ou étudiants dans un cadre plus scientifique, ou encore nos collègues des services de la ville qui sont amenés à venir consulter ici les documents de leur service. Nous sommes membres du cercle généalogique de l'ONIS. Et nous venons relever les actes des enfants trouvés ou abandonnés. Les enfants trouvés, ce sont les enfants trouvés sur la voie publique. Et les enfants abandonnés sont des enfants qui sont amenés souvent par la sage-femme. Nous avons commencé la période de 1734 à 1880 environ, et nous continuons jusqu'à nos jours.
Le fruit de nos recherches sert au cercle pour faire une base de données et en partenariat avec les archives municipales, en échange de nos recherches, nous leur donnons notre fichier. Toute personne intéressée par ces fichiers peuvent venir les consulter aux archives municipales. Alors nous venons depuis 4 ans, une fois par semaine. C'est un travail d'équipe. La généalogie, c'est une passion. Et ensuite, c'est quand même d'utilité publique, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent ces enfants. Et puis, sans ces bases de données, ce serait un peu plus compliqué. Je suis doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Poitiers. Mes travaux de recherche sont financés par la région Nouvelle-Aquitaine et le comité régional de la conquiculture. Mon sujet de thèse porte sur l'ostréiculture et la société ostréicole en Charente-Maritime de 1853 à 2010. Je viens aux archives municipales essentiellement pour consulter des archives publiques qui émanent des administrations et en série F notamment où il y a des informations concernant le maintien des parcs à huîtres dans les environs immédiats de La Rochelle. Alors les archives municipales et moi, c'est une vieille histoire. J'ai commencé par des premiers travaux de recherche sur l'histoire des jardins familiaux à La Rochelle, qui est l'une des premières villes à les avoir mis en place. Et j'ai été en stage en Master 2 auprès de la direction des affaires culturelles où j'ai été mandaté pour mener des recherches sur la restauration de l'hôtel de ville au XIXe siècle par l'architecte Justelich. Eh bien, effectivement, la ville de La Rochelle a lancé le concours pour pouvoir relocaliser 2 de ses services municipaux dans un bâtiment neuf, que sont les archives municipales, avec également des archives communautaires et quelques fonds de la médiathèque. Et dans une deuxième tranche de travaux, les réserves pour 3 musées de la ville, c'est-à-dire 4500 m² de surface à construire, qui représente la capacité de ranger l'équivalent de 10 km d'archives et également tous les fonds des différents musées. Pour les bâtiments d'archives publics, il y a toujours 3 parties dans un bâtiment. Il y a d'une part la partie la plus importante qui concerne la conservation des documents d'archives, qui va représenter à peu près 80% de l'emprise du bâtiment, des surfaces construites et du volume bâti. On va avoir également des locaux pour les agents des archives, c'est-à-dire des locaux de traitement des archives, réception, tri, dépoussiérage, restauration, également des locaux administratifs pour les personnels. Et la troisième partie, ça se concrétise dans tous les bâtiments d'archives publiques par des espaces d'accueil du public qui sont composés d'une part d'une salle de lecture, qui est le seul endroit où le public peut consulter les documents originaux. Ensuite, il y a 2 autres espaces dédiés au public. D'une part, la salle de valorisation où seront organisées des expositions. Et enfin, une troisième salle qui est une salle d'animation pédagogique. Les personnels des archives pourront accueillir des groupes, des classes ou mener des activités sur le thème des archives. Donc un bâtiment d'archives, sa première fonction, c'est de conserver les documents et d'assurer leur bonne conservation sans limite de durée de vie pour certains. Et pour pouvoir bien conserver les documents, un des points essentiels, c'est de maintenir un climat constant dans les locaux où sont conservées les archives. Donc de ce fait, il y a un minimum de machines thermodynamiques à installer dans un bâtiment, de chauffage, de déshumidification, de refroidissement. Mais pour limiter une consommation énergétique trop importante, les premiers principes sont de faire des bâtiments extrêmement
compacte, avec une excellente enveloppe sur les façades. Et donc, à partir du moment où déjà dès la conception, on a un bâtiment très compact, on va limiter la consommation énergétique de ce bâtiment. Il y a environ 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui seront installés sur les toitures. Nous avons recours également au réseau de chauffage urbain, localement produit avec des énergies renouvelables. Et nous avons donc une performance du bâtiment qui est particulièrement efficace, que nous avons renforcée avec des toitures végétalisées sur l'ensemble du bâtiment. Nos principales inspirations pour la conception de ce bâtiment, ça a été de se rattacher à un certain nombre d'éléments très positifs qu'on trouvait sur le site. Cet environnement paysager extrêmement important, la présence de ce bâtiment Bernard Giraudot et un peu dans l'accompagnement de ces éléments-là, on a trouvé une forme de bâtiment qui rompt complètement avec l'idée qu'on pourrait avoir d'un bâtiment d'archives qui serait un bâtiment austère, extrêmement massif, extrêmement pesant. Grâce au travail de volume qu'on a trouvé, on peut exprimer un bâtiment beaucoup plus léger et beaucoup plus souple et qui donne cette impression de mouvement et non de pesanteur. Les services d'archives participent régulièrement, voire activement, à des opérations de valorisation de leurs fonds d'archives. Alors les actions de valorisation elles passent par des actions culturelles, par des actions pédagogiques, scientifiques, voire même artistiques. Ainsi, les documents d'archives peuvent être présentés dans le cadre d'expositions. Expositions fixes, expositions itinérantes, expositions organisées par le service d'archives lui-même ou encore par d'autres structures, par des musées par exemple. Les documents d'archives peuvent être exploités, utilisés dans le cadre de projets audiovisuels, peuvent être utilisés à des fins éditoriales bien entendu. Ils peuvent même faire l'objet de lectures à voix haute. Par ailleurs, les services d'archives sont un partenaire privilégié de l'éducation nationale pour traiter des programmes d'histoire-géographie ou encore d'enseignement civique. Les services d'archives sont des centres de ressources éducatives pour traiter de la citoyenneté et également du devoir de mémoire. Pour tous les jeunes et les scolaires en particulier, des ateliers pédagogiques peuvent être organisés dans les services d'archives qui deviennent donc des centres d'apprentissage, de rencontres, voire de création. La valorisation, c'est aussi la consultation en ligne des documents, de plus en plus fréquente. C'est ainsi que nous avons mis en ligne très récemment notre base de données, la base de données TOT, du nom de notre logiciel métier, qui permet donc à tout citoyen de faire des recherches dans nos fonds d'archives et d'avoir accès également à un certain nombre de documents, tant visuels qu'écrits. Bien entendu, cette base de données, elle sera nourrie régulièrement afin de répondre du mieux possible aux attentes des chercheurs. Donc si vous saisissez archives.larochelle.fr, eh bien vous découvrirez la richesse du fonds d'archives de La Rochelle. Le coup de cœur des archives, ce sont les plaques de verre. Les plaques de verre, c'est un format de photographie qui, comme son nom l'indique, est sur un format de verre. C'est une émulsion à la gélatine qui est posée sur une plaque et qui donne une image. L'image peut être en négative ou en positive. Les plaques de verre sont apparues en fait au début de l'histoire de la photographie. Donc on est au milieu du 19e siècle. C'est un système qui a été amélioré au fil des années, mais on peut dire qu'à partir de 1870 jusqu'en 1950, c'était un système qui était employé par tous les photographes, notamment amélioré entre autres par les frères Lumière, qui en ont fait quelque chose commercialement d'assez important. De par leur fragilité, les plaques de verre ont été remplacées dans le courant du XXe siècle, par du film, par de la pellicule. Mais néanmoins,
dans le monde professionnel de l'astronomie, elles ont perduré jusqu'en 1990 grâce à leur qualité technique supérieure. Nous avons environ 700 plaques de verre de tout format. Elles nous ont été données pour certaines, nous en avons acheté d'autres. C'est un fonds qui est assez complet et assez éclectique. Les plus anciennes plaques de verre que l'on possède, elles datent entre 1880 et 1890, et pour la plus récente, 1951. Les plaques de verre sont assez fragiles, elles ne supportent pas les chocs. La plaque de verre ne supporte pas non plus une chaleur excessive ou une humidité trop importante. C'est pour ça que les conditions de conservation sont très importantes pour ce type de photographie, d'où la nécessité de la numérisation. Afin de conserver leur image et de pouvoir les diffuser aux personnes qui viennent aux archives municipales ou qui se rendent sur notre site internet. Et les originaux, les plaques de verre, elles sont conservées dans des boîtes, à l'abri de la lumière et à l'abri des chocs. Ici, on est au début du XXe siècle, vers 1900-1910. Depuis le quai du Perret, on peut voir la guérite du Pilote, derrière la place Barentin, avec la statue de l'amiral du Perret, inaugurée en 1869. On peut également voir la station des voitures de place, qui sont les ancêtres des taxis. Plus loin, on voit la pharmacie moderne à l'angle de la rue Vieljeu, ainsi que le magasin de nouveautés et confections à Lafarge. Également, sur la droite, la terrasse du café moderne à côté de la Grosse Horloge, et celle du café français, qui est actuellement le passage du Perret. Cette photo des ateliers Dinan sur un chantier de peinture est la seule plaque datée précisément grâce au panneau devant les ouvriers et le patron. En effet, le photographe Louis Biel, auteur de cette photo, est marié à Mathilde Dinan. C'est un photographe amateur rochelais, il est typographe de métier, employé à l'imprimerie Masson Fils et Compagnie rue Saint-Côme. Il est actif entre 1890 et 1913. Un fonds de 162 plaques de verre de ce photographe est conservé aux archives municipales grâce à un don. Ces plaques ayant été retrouvées dans un commerce tenu par la famille Dinan. Cette plaque de format 12 par 5 est un positif à la gélatine sur plaque de verre stéréoscopique. Une plaque stéréoscopique est obtenue au moyen de deux objectifs séparés d'une distance équivalente à celle comprise entre les yeux. Elle comporte donc deux clichés pris au même instant, mais au cadrage légèrement décalé. La vue gauche restitue la perception de l'œil gauche, celle de droite la perception de l'œil droit. Une fois inséré dans une visionneuse binoculaire, le cerveau concentre les deux images en une seule et recrée les conditions d'une vision tridimensionnelle. Cette vue en couleur, prise en août 1948 depuis la tour Saint-Nicolas, nous montre un panorama du Gabu avec au premier plan l'ensemble des bâtiments des ponts et chaussées aujourd'hui disparus.